interrompre, poser des questions. Et puis, c'est Margot, la spécialiste du cabinet sur la partie RSE. Margot, j'écoute. Je vais me présenter, donc Margot Jeudet, je suis expert comptable mémorialiste et aussi chargée de mission RSE au sein du cabinet depuis un an maintenant. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui et de partager ensemble des réflexions et des solutions pour intégrer la RSE dans le cadre de vos activités. Je vais commencer avec une présentation rapide de ce qu'est la RSE, pour mettre un petit peu de contexte. Donc la RSE, responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, c'est défini comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. C'est le moyen des entreprises de contribuer aux enjeux du développement durable. Les enjeux du développement durable sont recoupés sous la forme de 3 piliers, donc le pilier société, économie et environnement. Et le développement durable vise un développement économiquement efficient, écologiquement soutenable et socialement équitable. Au niveau des parties prenantes de la RSE en entreprise, donc tout d'abord une partie prenante et tout groupe d'individus ou tout individu qui peuvent affecter ou être affectés par la mise en œuvre des objectifs organisationnels. On peut distinguer dans l'entreprise des parties prenantes qui sont internes à l'entreprise et celles qui sont externes. Donc au niveau des parties prenantes internes, on a les dirigeants et les actionnaires qui eux recherchent une performance financière durable, une réputation solide et une bonne gestion des risques. On a aussi les salariés, un gros sujet, qui s'attendent à de bonnes conditions de travail, à être impliqués dans la stratégie RSE de l'entreprise. Les salariés aujourd'hui sont en quête de sens au travail et leur implication dans la stratégie RSE de l'entreprise permet de donner du sens à leur mission. Au niveau des parties prenantes externes, donc on en a plus, on a les clients notamment et les consommateurs qui souhaitent acquérir des produits durables et éthiques et aussi s'attendent à la part de l'entreprise une transparence, autant en termes de l'entreprise que des produits. Les fournisseurs et les sous-traitants souhaitent collaborer avec des partenaires qui sont en adéquation avec leurs valeurs. Les banques, elles, ont des attentes en termes de transparence et d'intégration des critères ESG pour la satisfaction de leurs propres obligations. On va y revenir un petit peu après. Et enfin, les pouvoirs publics souhaitent que les entreprises soient conformes à la réglementation. Donc, en conclusion, on a vu que la RSE concerne toutes les parties prenantes de l'entreprise. Toutes y ont un intérêt. Ensuite, on va aborder la question de pourquoi est-ce qu'on parle de RSE aujourd'hui. La RSE, on en entend parler depuis des années. Pourquoi, même au cabinet, on a choisi aujourd'hui de faire une conférence sur la RSE. Donc ça, c'est le lien avec l'actualité, notamment les évolutions législatives. On pense à la directive CSRD. Je ne sais pas si vous connaissez, elle a été transposée en droit français en décembre 2023 et s'applique dès 2024, donc c'est actuellement. Selon certains seuils qu'on va voir un petit peu après. Donc au niveau des nouveautés qu'elle instaure, elle transforme un nom, donc le rapport de performance extra-financière devient le rapport de durabilité. Ça c'est une fonction mineure, mais elle abaisse les seuils. Donc il y a de plus en plus d'entreprises qui sont concernées. Au niveau de l'échelle européenne, il y a 50 000 entreprises qui sont concernées par le rapport de durabilité dès 2025, alors qu'avant c'était que d'environ 12 000, dont d'ailleurs 7 000 entreprises françaises. Donc ça concerne la France particulièrement directement. Il y a également une obligation de reporting qui est plus complète, donc il y a beaucoup plus de choses à reporter. Et ça porte notamment sur l'évaluation de l'impact de toute la chaîne de valeur de l'entreprise, des clients aux fournisseurs, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Également, il y a une vérification obligatoire du rapport de durabilité par des commissaires aux comptes, ou des auditeurs externes, donc soit commissaires aux comptes, soit OTI, organismes tiers indépendants. Si tous sont formés en la matière, il faut une formation supplémentaire pour pouvoir auditer ce rapport de durabilité. Le second point concerne le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si ça vous parle, mais le bilan des émissions de gaz à effet de serre est une quantification des gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère par les activités d'une entreprise. En général, cette mesure sur une période d'1 an. Et depuis l'évolution, c'est depuis 2023, donc à la suite de la publication d'un décret, en fait, ce bilan doit reprendre les émissions du scope 3. Pour l'explication des différents scopes, donc le scope 1 concerne les émissions de gaz à effet de serre qui proviennent des sources directement détenues ou contrôlées par l'entreprise. Donc par exemple, on pense à tout ce qui est processus industriel ou déplacement professionnel, donc par exemple le carburant que les véhicules de l'entreprise utilisent.
Le scope 3 contient les émissions qui sont indirectes liées à la consommation d'énergie, donc électricité, tout ce qui est chaud pour la clim. Et enfin, donc, le fameux scope 3, qui contient toutes les émissions indirectes qui ne sont pas liées à l'énergie. Donc ça concerne les émissions qu'émet toute la chaîne de valeur de l'entreprise, donc de l'amont des fournisseurs et leurs activités aux clients, donc à l'aval, et aussi tout le cycle de valeur des produits que l'entreprise produit. Donc ça concerne par exemple leur utilisation et leur fin de vie, chose qui n'était pas obligatoire de prendre en compte et qui, on voit dans les bilans carbone, représente des chiffres significatifs. Au niveau des seuils de ces obligations, donc si on commence avec le rapport de durabilité, en 2024, donc ça concerne les entreprises qui étaient déjà soumises à la déclaration de performance extra-financière. Donc c'est des entreprises qui ont plus de 500 salariés, plus de 25 millions d'euros de total bilan, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en 2025, donc c'est là où l'élargissement des seuils commence, ça concerne les entreprises qui répondent à 2 des 3 critères suivants. Donc on voit 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et donc l'employé le 250 salariés. Donc c'est dû à ça que nos montages d'entreprises sont concernés. Et bon, ça continue en 2026, 2027, il y a un étalement progressif, mais ça concerne après les PME cotées, les filiales françaises, enfin voilà, il y a plus, encore plus et ça se finit en 2029. Ensuite, le bilan des émissions de gaz à effet de serre, donc on parle du réglementaire, donc celui qui est obligatoire, qui est l'obligation légale. Il va être à jour tous les 4 ans pour les entreprises qui ont plus de 500 salariés en métropole et 250 salariés dans les dom-toms. Il concerne, je ne peux pas en parler, mais il concerne aussi les établissements publics. Ça ne s'arrête pas en tout cas au privé. Et enfin, bon, on peut mentionner quand même les autres obligations sociales et environnementales qui sont selon les effectifs et le secteur d'activité. Donc on pense à l'audit énergétique, les qualités hommes-femmes, le plan de mobilité, le document unique d'évaluation de risque professionnel, mais il y en a également un certain nombre d'autres. Donc là, vous vous dites, nous, on a une TPE, une PME, on n'est sans doute pas concerné par ces seuils, donc ceux qui concernent les grandes entreprises. Mais alors, cependant, donc, la nouvelle législation n'est pas sans impact pour vous, par effet de capillarité. Comme on en a parlé précédemment, le bilan des émissions de gaz à effet de serre doit reprendre les émissions du scope 3, donc des fournisseurs et des clients. Et d'ailleurs, il fait du coup partie du rapport de durabilité également, dont de plus en plus d'entreprises sont concernées. Et donc les grandes entreprises s'intéressent aux pratiques responsables ou non de leurs partenaires commerciaux, donc leurs fournisseurs et leurs clients. Donc si vous répondez à des appels d'offres, ou alors si vous travaillez avec des grandes entreprises, nous on a au cabinet plusieurs clients on sait travailler, vous connaissez bien l'activité de nos clients, travaillent avec des grandes entreprises et vont être concernés par cela. Donc il y a désormais des exigences. Et ces exigences sont actuellement en termes de reporting. Donc les fournisseurs et leurs clients ont des exigences et demandent des informations, mais ça va de plus en plus constituer un critère de sélection. Sur les collectivités territoriales, vous me permettez de poser cette question, parce qu'on parle du privé, mais est-ce qu'ils ont aussi des obligations? Alors, tout ce qui est public, je m'y connais pas beaucoup. Par contre, elles ont des obligations par rapport au bilan carbone, c'est tous les 3 ans. Et rapport de durabilité, je pense qu'ils ont des obligations. Après, c'est vrai que nous on s'occupe de secteur privé, on n'a pas forcément investi cet aspect-là, mais en effet, ils ont plus d'obligations, je dirais, que le privé. Ouais. Au niveau des seuils, c'est plus bas. Les seuils sont plus bas. Donc on peut être amené à répondre à des appels d'offres de la MED, par exemple. Et eux sont encouragés aussi par l'État dans ce sens-là. Attends, aujourd'hui, par rapport à ça, effectivement, vu que le législateur souhaite que les entreprises privées soient vertueuses, si eux-mêmes, l'État, la MED, c'est indirectement l'État, s'ils ne sont pas exemples, il va faire jamais. Fais ce que je dis, mais dans l'absolu, en fait, justement, il y a quand même un sujet d'être vertueux. C'est vrai. On espère. Désolé, tu Donc ça peut être un critère de sélection, mais maintenant, ça peut être du coup un élément de différenciation aussi dans le cadre d'une appel d'offres. Donc si deux concurrents ont le même prix, les mêmes conditions, l'élément à l'aspect RSE, ça permet de se différencier.
que tout le monde n'a pas la même maturité en la matière. On est en contact avec plusieurs grandes entreprises et on a des retours du coup, de leur groupe, leur équipe de travail sur tout ce qui est développement durable, décarbonisation. Et on a en tête par exemple des exemples de questionnaires qui sont transmis dans le cadre d'appels d'offres où ils demandent vraiment un reporting complet. Donc c'est de sources fiables et que c'est actuellement une demande d'information, mais qu'à terme l'objectif est que ça devienne une sélection et qu'ils opèrent une sélection de leurs fournisseurs et sous-traitants. Aussi, donc on peut parler des organismes bancaires, donc tout ce qui est financement externe, donc elles-mêmes ont des obligations à satisfaire en termes de RSE, donc poussées par la BPI, l'État, etc. C'est pourquoi du coup vous pouvez être impacté si vous avez recours à l'emprunt bancaire comme mode de financement externe. Actuellement, du coup, les banques, pour les grandes entreprises, elles indexent leur taux d'intérêt sur la satisfaction de critères RSE. Pour les grandes entreprises actuellement, mais dès 2025, elles vont poser des questions aux plus petits clients, donc TPE, PME, donc la majorité des entreprises françaises. Pour l'instant, avec juste des questions, mais pareil, à terme, ça va sûrement finir sur le potentiel possible refus d'un emprunt, ou alors des taux d'intérêt qui sont plus élevés. Voilà, et c'est par exemple pour le crédit agricole, dans leur déclaration de performance extra-financière, on retrouve ces engagements et notamment de poser déjà des questions RSE à tous leurs clients professionnels dès 2025. Et toutes les banques vont même, dans ce même chemin. Après, certaines forcément plus ou moins avancées dans cette matière, mais en tout cas, elles ont des obligations de leur côté en fait et demandent cela à leurs clients professionnels également. Alors du coup, face à ces enjeux, donc on voit que ça peut être d'importance, tout ce qui touche au financement, c'est extrêmement préoccupant, aussi à l'activité de l'entreprise, ça peut toucher au chiffre d'affaires. Donc au niveau du cabinet, on a un engagement RSE qui est fort, qui est déjà personnel, et aussi on a la volonté forcément d'accompagner au mieux nos clients, donc face à leurs nouveaux besoins, que ce soit nouveaux besoins, je parle en termes de data, intelligence artificielle, mais aussi maintenant en termes de RSE, tout ce qui touche à la durabilité. Donc c'est pourquoi on a plusieurs missions qu'on est en train de développer, qu'on souhaite vous proposer dès aujourd'hui, sur lesquelles on a travaillé. Donc le premier, c'est l'établissement d'un rapport de durabilité volontaire. Je parle de volontaire car nos clients n'atteignent pas les seuils. Donc on part sur la partie volontariat. Et donc un rapport de durabilité volontaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un diagnostic à l'instant T de la situation de l'entreprise au regard de la RSE. C'est produit du coup à l'aide de plusieurs indicateurs. Donc nous on calcule de notre côté avec un outil logiciel à l'aide de vos données comptables et sociales qui sont déjà en opposition avec nos produits déjà, qu'on connaît déjà. Le nombre d'indicateurs est variable selon la taille de l'entreprise. Donc on voit on peut faire 20, 10 selon la taille et les besoins de l'entreprise. Les indicateurs sont variés, on va le voir un petit peu après quand je vous montrerai un exemple. Et ça contient également des actions d'amélioration pour chaque indicateur. Donc si l'entreprise veut s'améliorer, ce qui est notre souhait, j'espère le vôtre aussi, qu'est-ce qu'on peut concrètement mettre en place pour améliorer le score de ces indicateurs. Et enfin, c'est aligné avec les normes ISO 26000 et les objectifs de développement durable. Car pour l'instant, actuellement, en termes de rapport de durabilité volontaire, il y a un projet de norme qui est fait par les FRAG, mais qui n'est pas encore abouti. Donc ça a été mis en consultation en janvier 2024 pour une fin de la consultation en mai 2024. On attend un petit peu le retour. Mais en tout cas, voilà, tout ce qu'on produit sera aligné avec ces normes de l'EFRAG, qui est l'organisme de normalisation. Je vais vous montrer un peu un exemple de rapport pour que vous voyez à quoi ça peut ressembler. Ce sera donc lié sans doute à l'obtention de cette norme ISO. Ou pas? Alors, l'obtention de cette norme ISO. La norme ISO 26000. Alors, ISO 26000, c'est une norme qui existe déjà. Oui, mais ce sera lié ou pas? En fait, ça veut dire, la norme ISO, on ne peut pas être certifié norme ISO 26000. Elle fournit des indications en termes de RSE. Et en fait, et notamment par exemple des indicateurs, ce qui doit être. Donc c'est vraiment la norme de référence en matière de RSE développement durable. Et les indicateurs qu'on produit en train sera aligné avec ce qui est dit dans la norme ISO. Mais on ne peut pas être certifié norme ISO 26000. D'autres peuvent l'être, 14000, etc. Mais 26000, non, c'est vraiment une norme informationnelle, c'est un guide en fait.
du coup les indicateurs sont organisés donc, selon les objectifs de développement durable, donc gouvernance, royauté des pratiques, droits de l'homme, sociétal, environnement, social et client. On peut voir au début du rapport donc, un petit aperçu des indicateurs et des scores. Donc quand on dans un thème par exemple la gouvernance, vous voyez, on voit que le premier indicateur est l'écart de rémunération. On voit l'explication de l'indicateur, donc c'est la relation entre le salaire le plus élevé et le salaire médian. On peut voir aussi le comparatif avec l'année dernière si on a choisi de produire ce rapport l'année dernière, donc on peut faire un comparatif. Et c'est là que ça devient selon moi réellement intéressant. C'est pas forcément pour se comparer avec d'autres entreprises parce qu'on a tous des secteurs d'activité différents, mais c'est vraiment pour se comparer soit avec soi-même et voir son évolution. Bon, les modalités de calcul de l'indicateur, les sources de la donnée, la correspondance avec les normes SRS et le score comparé aussi du coup aux entreprises du même secteur. Donc ça peut être au secteur d'activité ou selon la taille. Là par exemple, la comparaison faite avec des entreprises de taille similaire, donc voilà, j'ai fait un rapport pour les très petites entreprises. Donc on voit que du coup la moyenne se situe à 60 sur 100 et nous on est à 87 sur 100. Donc on a une note, ça peut être intéressant de se comparer, de voir si vraiment là on est catastrophique ou pas, sachant que ça peut être très compliqué, on ne peut pas savoir en fait où est-ce qu'on en est, on n'a aucune idée. Et ça permet de découvrir des choses aussi. Des fois on se pensait très fort dans un domaine alors qu'en fait non. Et enfin, donc, ce que je vous avais parlé, donc les actions d'amélioration. Et ça peut être reconstruit avec nous. En fait, on a une petite liste d'actions qui peuvent être entreprises par les entreprises et on peut aussi en parler et du coup discuter ce qui est mieux pour votre entreprise en question. Sachant qu'il y a des choses qui sont plus atteignables que d'autres, forcément. Et aussi, voilà, ça dépend de la volonté du dirigeant et des besoins, par exemple, des salariés. Parce que forcément, des fois, dans une entreprise, on se rend compte que nous, on se dit, bon, bah, les salariés, voilà, c'est ça qu'ils priorisent. En fait, non, pas du tout. On va avoir des surprises. Si vous en montrez un autre. En fait, ce qui est intéressant de ce genre de choses, parce que Marie parlait de certification ISO au sens large. Nous, comme un certain nombre de clients, on est certifié ISO 9001. Et en fait, c'est-à-dire que tous les établissements dans lesquels on se met, c'est-à-dire voilà, en fait, demain, on veut progresser et on se met en place des objectifs. Et voir un petit peu comme les enfants, si on n'a pas des objectifs à atteindre, en fait, on fait du surplace. J'essaie de démarcher, en fait, c'est pouvoir y rentrer, commencer par une petite action et après, au fur et à mesure, chaque année, on essaie de faire autre chose et c'est avancer étape par étape. Parce que si on se dit, bon, première année, on va faire tous les critères, bon, humblement, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure façon de gérer. Non, mais par contre, ça peut être un bon filtre. Puis en fait, on s'aperçoit qu'au-delà de RSE, en fait, ça couvre plein de choses qu'on fait déjà ou qu'on sait. Enfin, on n'a même pas conscience en fait. C'est comme M. Jourdain qui fait de la pro sans savoir en fait. C'est ça. La RSE, en fait, tout le monde. Maintenant, c'est pas encore. Enfin, tout le monde fait des choses par bon sens parce que c'est du bon sens en fait. Tout le monde est conscient des enjeux, mais c'est pas formalisé encore. Et c'est à mon sens, en tout cas, ce qui manque aux entreprises aujourd'hui, c'est de formaliser et d'avoir une démarche concrète par rapport à ça. Oui. Oui, parce que ça peut être rassurant, parce qu'en fait, sur certains trucs, on peut se dire, bah tiens, en fait, j'avais pas conscience. Et puis par contre, à la limite, se fixer des objectifs sur des choses où. Savoir vers où aller. Je croyais que j'étais bon, mais en fait, je suis pas bon. Il y en a un petit voilà, les deux existent. Ouais, exactement. Effectivement, c'est formalisé et se dire ouais, quels sont dans l'année qui viennent, chacun là, les objectifs, où on veut avancer, on met ça en place. Quoi. Et après, effectivement, l'objectif, c'est pas non plus réinventer le jeu. Il y a des choses en fait, très basiques qui sont déjà mises au fur et à mesure dans les entreprises. Voilà, j'ai continué à défiler pour que vous voyez un petit peu là-bas, on a un indicateur par rapport à la fidélité des clients. C'est du coup des actions pour augmenter ça. Ouais, là, je vous montre en tout cas le rapport avec les 20 indicateurs. Entreprise TPE, petite, moyenne. Et si on reprend du coup. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut vous proposer au cabinet. Donc dans ces cas-là, en fait, on définit ensemble les indicateurs qu'on souhaite travailler et sur lesquels on va mener une action. Alors, le score qu'on produit pour les indicateurs, c'est standardisé, c'est 10 indicateurs qui sont les plus utilisés selon la taille de l'entreprise, donc 10, 20, vous voyez, ou
40, 60. Et ensuite, après, on définit avec vous les indicateurs que vous souhaitez améliorer. Parce que tous, voilà, si vous êtes déjà dans la moyenne par rapport à un indicateur, on ne peut pas tout faire. Déjà, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut bien choisir où commencer. Et on peut discuter ensemble sur lequel il vaut mieux améliorer tout de suite, sur ce qu'on peut faire, ce qui est réaliste. Parce que voilà, on peut pas tout faire, on n'a pas les moyens de tout faire. Mais il y a des choses qui peuvent être accessibles en fait qu'on ne réalise pas forcément. Donc il faut commencer quelque part. En effet, on commence quelque part en choisissant le plus atteignable et ensuite en travaillant. Une fois que ça c'est ok, on passe au suivant et on évolue comme ça. D'accord. C'est effectivement ce que je dirais, c'est la politique des petits pas, c'est là, mettons en place des choses et avançons au fur et à mesure. Et après, c'est important aussi d'initier des choses et de le mesurer à 6 mois, 1 an. Parce que si on met des choses en place et qu'on ne mesure rien, bon, en fait, on le sait, en fait, au bout d'un an, c'est perdu et on vient que. C'est vrai effectivement d'avoir des dates de rendez-vous qui soient prises. C'est un peu le problème avec tout ce qui est RSE, c'est que les indicateurs, des fois, c'est difficile de trouver des indicateurs. Là, on le sait, l'avantage, c'est que voilà, il y a des indicateurs qui sont développés. Mais c'est vrai qu'à l'interne, si on passe pas par quelque chose comme ça, on peut difficilement avoir un retour sur ce qu'on fait. Et c'est vrai que ça peut être frustrant de faire un effort dans un domaine et de ne pas savoir en fait si c'est efficace ou pas. Alors, je suis sûr qu'il y a des attentes de fournisseurs, de clients, de l'État, on en a parlé de tous ces attentes. Mais aussi l'actionnaire qui veut développer sa rentabilité. Ah oui. D'accord. Donc qui veut aussi. Mais c'est toujours ça qui. Alors dans ces indicateurs, on tient compte aussi de la rentabilité à terme ou pas. Oui, mais ce qui est intéressant, je suis d'accord avec toi, Mario, en fait, quand on voit les indicateurs, mettons taux de fidélité d'un client, oui. Bah ça, effectivement, pour moi, en fait, l'actionnaire, il est directement lié à cet indicateur. Et les équipes aussi, donc en fait, il y a des indicateurs, effectivement, qui sont quand même assez. Qui vont dans un sens unique. Qui sont dans un cercle j'entends, avec une volonté d'en faire une opportunité aussi. Mais il faut les lier, c'est ça qui est le plus complexe. Oui, mais après, comme vous dites, c'est du bon sens gestionnaire en fait. Donc après, il y a plein de choses qui sont déjà. Et surtout, ce que je veux dire aussi par rapport à ça, important aussi, en tant que chef d'entreprise, c'est plutôt ça qui m'importe, c'est pas non plus mettre en place des critères qui sont soit inatteignables ou auxquels on n'y croit pas ou auxquels ça n'apporte pas de valeur. Parce que le but de ces rapports-là, oui, c'est pas de se mettre une couche. C'est d'abord, avant tout, c'est pour produire la valeur chez nous. C'est pour faire un rapport qui fait 150 pages et que personne lit. En tout cas, c'est pas ce qu'on développe comme cabinet, c'est vraiment dire un outil pratico-pratique et le dirigeant, il sait ce qu'il y a dedans et il sait que c'est vertueux pour lui, pour ses fournisseurs, pour ses clients et pour un certain nombre. C'est aujourd'hui le cas des certifications, je parlais de Calupi tout à l'heure, où on se dit il y a plus de contraintes que de sens réels qui ont été donnés parce que ça a été fait par de la démocratie. Dans le fond, et ils sont en train de le faire évoluer. Mais c'était la condition sine qua non de financement. Donc, si on atteignait pas ça, il n'y avait plus de financement possible. Nous avons eu une expérience, on a commencé cette démarche RSE en 2009. Donc, je peux vous dire que ça a été presque une obligation puisque nous avions un projet de développement qui était gigantesque. Et si nous n'avions pas mis en place cette RSE, et Charles peut en témoigner, on a eu une croissance en 10 ans exponentielle. On a attiré une clientèle que nous n'avions jamais pu atteindre, notamment les grands groupes et ainsi de suite, qui sont venus en masse chez nous, remplir un data center à une vitesse vertigineuse qu'on n'imaginait même pas, tout simplement parce que nous avions cette démarche RSE, et ils ont utilisé notre démarche RSE pour prouver à leur propre clientèle qu'ils étaient eux-mêmes au travers de leur partenariat et ainsi de suite. Puisqu'il y a eu à un moment donné, au niveau de l'informatique, on disait que c'était énergivore, que c'était. Enfin bref, il y a tous les mots du monde. Et en définitive, on a réussi à démontrer par la RSE que c'était faux, ce n'était pas une réalité, et ils ont pu s'appuyer là-dessus. Mais moi, j'insisterai sur cet aspect. Au départ, on dit ouais, ça coûte, c'est encore des contraintes, c'est ceci. C'est vrai que ça a été notre première analyse. Mais ça a été un passage obligé. Mais très rapidement, n'est-ce pas, Charles, on a vu cette croissance, on a vu ces clients de marque avec des belles signatures, et donc beaucoup de crédibilité et ainsi de suite arriver chez nous. Donc pour moi, c'est un passage presque obligé si vous voulez atteindre une croissance
correcte, voire la développer. Et en fait, on se sent beaucoup mieux après parce que c'est très facile. On n'a même plus besoin de faire de marketing, ça marche tout seul. C'est les clients entre eux qui se parlent, qui échangent, qui disent nous on est là parce que ce qu'ils font c'est remarquable. Nos pelouses c'était de l'éco-pâturage par exemple, on avait nos ruches avec nos abeilles, on avait notre miel, on avait des capteurs solaires partout sur les ombrières pour mettre les voitures à l'abri de la pluie, de la grêle, du soleil, mais en même temps nous étions autoproducteurs de notre énergie. On chauffait sur celui de Valenciennes tout le centre des congrès, tous les bâtiments qui étaient autour avec des pompes à chaleur, avec la chaleur fatale des serveurs, et ainsi de suite. Enfin bref, c'était vraiment c'était Lavoisier. Lavoisier a dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et ça a été, je vais dire, ce sont les fondamentaux de notre réflexion RSE de départ. Donc c'était d'abord scientifique avant d'être économique. Ça s'est traduit en économique dans la réalité. Donc moi personnellement, je suis prochain converti, mais dans le cadre de GIE, j'ai besoin d'arguments comme les vôtres. D'accord. Et c'est dans cet esprit-là que convaincre des acteurs qui n'ont pas du tout l'esprit RSE, parce que pour eux c'est du flanc. Du greenwashing, c'est comme tout, on peut le vivre comme une contrainte, comme un avantage. Pour moi, en fait, il faut transformer. Pour moi, il faut limite même pas parler de RSE. En fait, si avec des gens qui sont déjà un peu frileux avec ça, si on commence à parler de RSE, eux, de leur tête, ils vont se dire. Oui, c'est une contrainte. C'est comme la langue française, comme la LF. C'est de dire, on va essayer de mettre. C'est rentré par la petite porte. C'est humain. J'ai eu cette réaction au départ. Je vais dire le nom d'un chien quand on a dû d'abord embaucher une personne spécialisée là-dedans. Et puis vous l'avez fait très en amont, vous, en fait, à l'époque. Oui, parce qu'on n'avait pas le choix si on voulait soulever des fonds par BPI, notamment. Sachant que BPI est très. Soit on y était, parce qu'en fait, nous étions une TPE, une toute petite entreprise avec un chiffre d'affaires génie électrique, génie climatique, enfin bref, ça allait bien. Mais là, on est passé du coq à l'âne, c'est le cas de le dire. Et sans ça, on n'aurait pas pu y arriver. Alors après, on a enchaîné, bien sûr, comme c'était fait, ça a été facile d'appeler les auditeurs en 9001, 14 000, 27 000, enfin bref, on a aligné toutes les certifications derrière, c'était fait, on le faisait. Donc il n'avait simplement qu'à valider cette procédure. Mais moi, ce que je retiens de ça, c'est l'aspect quand même économique, à la fois pour les clients, puisque nous étions les hébergeurs les moins chers français, tout simplement parce que l'énergie elle était gratuite, puisqu'en soit on l'a donnée en chaleur, ils refroidissaient nos serveurs en chauffant leur bâtiment. Nous, ça ne nous coûtait rien. Et quand on allait voir des personnes comme Valérie Létard, qui était la présidente de la communauté d'agglomération de Valenciennes, en me disant quand je lui ai dit on met une boucle et on va chauffer tous les bâtiments, le palais des congrès, elle me dit oui, mais ça va me coûter combien? Madame, je vous demande rien, jusque-là je ne vous ai pas parlé de prix. Moi, je vous donne de la chaleur gratuitement, sous-entendu, et ça je ne lui disais pas, moi ce que je veux c'est que vous me refroidissiez mon eau gratuitement. C'est vous qui allez me refroidir mon eau. Et donc en fait ils mettaient des pompes à chaleur, moi je leur donnais de l'eau à 20-25 degrés, ils me la renvoyaient à 7-8 degrés. Moi c'était parfait, c'était tout bénéfice pour moi. J'avais qu'une petite pompe à mettre en route pour faire circuler l'eau dans les tuyaux. Donc vous imaginez un peu jusqu'où ça peut aller. Alors, sur le plan économique, c'est absolument remarquable. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, il faut y aller parce que. Et je dis aujourd'hui, moi je travaille pour les cigales, des jeunes qui veulent s'installer, qui veulent démarrer. Dès le départ, on leur parle déjà de RSE parce qu'après nous on confie ça au cabinet d'experts comptables. Notre boulot c'est pas ça, notre boulot c'est de les sensibiliser, de leur expliquer ce qu'il faut faire par rapport à leur métier et puis ensuite de leur mettre le pied à l'étrier. Après, il y a les experts, il y a tout ça pour s'occuper du reste, les juristes, parce que ça, c'est pas notre boulot. Mais ce qu'on veut, c'est leur donner, je veux dire, un peu la pêche, la baraka, et puis, je veux dire, le bon moyen pour faire tout de suite les choses bien, pour pas partir à la dérive, et puis, voilà, parce qu'au départ, comme tout chef d'entreprise, moi quand j'ai démarré, j'ai fait un petit peu du n'importe quoi. On dit qu'on apprend de ses erreurs. Moi j'ai appris comme ça, de mes erreurs, mais bon, j'ai réussi. On en fait beaucoup comme ça, on apprend vite.
Oui, on fait pas deux fois. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de l'intégrer en fait dans la construction d'un business aujourd'hui, mais en fait véritablement de se dire, c'est une Voilà. Enfin, voilà. C'est quelque chose à intégrer dans les comptes. Exactement, tout à Déjà, fait. la première étape, c'est déjà savoir ce que c'est, savoir voilà, bon, ce que c'est un sujet, prendre conscience de la chose, et après, en effet, y faire quelque chose. Et déjà, Oui, voilà, oui, nous, en tout cas, de notre côté, si on arrive à sensibiliser nos clients que sur ce sujet-là, on s'estime déjà voilà, que c'est déjà une belle avancée, parce que bah, tout le monde n'a pas le même niveau de maturité, et on est là pour accompagner ceux qui ont un niveau de maturité plus, voilà, ou qui ont envie, ou qui ont plus confiance, et ceux qui ont un peu moins conscience, ou qui sont un peu moins matures dans cette matière, bah, au moins déjà leur faire comprendre les enjeux qui sont attachés. Ouais, puis après, comme tu disais, Charles, c'est dédiaboliser un peu le côté RSE, parce que en fait, au-delà de RSE, on voit souvent que la contrainte, bilan carbone, Ça fait ça. peur, mais il faut voir les avantages, en fait, l'opportunité voilà. que c'est. Et démontrer qu'en fait, il y a déjà Tomber des a priori. Ah, mais oui, il y en a plein. Et actuellement, on est encore dans l'opportunité plutôt que dans la contrainte. Donc autant en profiter de faire ça maintenant et plutôt qu'attendre et être en réaction, sachant que la réaction plutôt que la proaction, ça coûte toujours beaucoup plus cher. Oui. On est en retard et voilà, quand on est en retard, il faut aller plus vite et c'est moins bien fait, c'est plus cher, etc. Tandis que maintenant, bah, là, on peut prendre le temps de réfléchir là-dessus et de développer ce qu'on a envie de développer. Merci. Et par rapport effectivement, on parlait de certification, nous on est certifié ISO 9001 depuis quelques années. Et effectivement, en fait, aujourd'hui, comme souvent les gens me disent ah, Kélis Frontal, c'est certifié ISO 9001, c'est hyper compliqué, hyper contraignant. Et en fait, je leur dis oui, effectivement, on a quand même dû se poser, parce que je veux dire, on l'a pas eu comme ça de façon magique. Et en fait, et genre, pour nous aujourd'hui, c'est un vrai outil pour suivre notre business et pour suivre nos projets. Et aujourd'hui, si on n'avait pas été certifié ISO 9001, je pense pas qu'on serait arrivé là aujourd'hui. Je dis pas que c'est la seule manière d'y arriver, mais voilà, en tout cas, c'est une des manières intéressantes. Et en fait, voilà, tous les ans, on est audité, tous les 3 ans, il y a un nouvel audit. Donc, le fait, et on reste tous des grands enfants, le fait d'avoir des contraintes aussi extérieures, ça nous oblige aussi à se dire, voilà, au moins tous les ans, on doit remettre des choses et sans doute. Parce que le risque, on voit dans les entreprises, c'est qu'on est tous pris par beaucoup de choses. Si on met en place quelque chose et qu'en fait personne ne suit et que dans 6 mois, 1 an, on n'a pas rendez-vous, bon, en fait, le projet, on fait tomber à l'eau. Chacun de nos exemples personnels. Oui, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? On se voit la semaine prochaine. Du coup, si je peux continuer, du coup, par. Ouais. Non, mais allez-y. Désolé. J'adore entendre justement les différents retours d'expérience, c'est très intéressant pour nous aussi. On propose aussi d'approfondir l'aspect purement environnemental de la RSE, donc sous la forme d'un bilan carbone, donc des émissions de gaz à effet de serre. Donc pour vous expliquer déjà un petit peu, il y a plusieurs méthodologies qui permettent l'établissement d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre, qui est vraiment un peu le nom global. Il y a le GHG protocole, donc ça c'est la méthode qui doit être insérée dans le rapport de durabilité, qui est très international. Il y a le bilan des émissions de gaz à effet de serre réglementaire, donc ça c'est par rapport à l'obligation dont on parlait tout à l'heure pour les entreprises qui ont plus de 500 salariés. Et enfin, bon, il y en a d'autres, hein, mais la principale c'est le bilan carbone, qui est une méthodologie, voilà, une marque déposée particulière. Donc en fait, la méthodologie du bilan carbone c'est la plus complète, la plus exigeante et aussi la plus utilisée en France. Donc c'est pour ces raisons que au cabinet, notre choix s'est porté sur cette méthodologie-là, qui permet aussi d'avoir des résultats selon les autres méthodologies. Voilà, comme ça permet de tout avoir avec cette même méthode. Ça permet à l'entreprise d'évaluer l'impact de son activité sur l'environnement en mettant en avant les postes qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et ça s'accompagne aussi d'un plan de transition donc, qui est co-construit avec la direction et qui contient des actions volontaires pour diminuer du coup, les émissions de gaz à effet de serre. Et aussi, ça chiffre leur impact. Comme ça, on voit si on entreprend telle action, on voit vraiment l'impact en termes de kilos de CO2. Donc là, on a un retour un peu sur l'action qu'on entreprend. En général, ça prend entre 6 mois et 1 an, donc c'est un processus qui est long. Bon, on n'est pas dessus à 24 pendant 6 mois, 1 an, bien sûr, mais en tout cas, les émissions sont mesurées sur 1 an, donc c'est logique que ça dure aussi cette période. Et les informations, alors, en général, ça demande aussi du travail de les obtenir. Nous, l'intervention, ça prend entre 5 et 12 jours, donc c'est variable sur la complexité de l'activité, de la structure, la taille aussi. Je vais vous détailler un petit peu les étapes. La première étape, c'est la nomination d'un pilote, donc au niveau de l'entreprise, et la définition des objectifs du bilan carbone, avec une sensibilisation des équipes et de la direction à la démarche.
La seconde étape est la définition des périmètres qui sont à comptabiliser, sachant qu'il y a le périmètre organisationnel. Donc ça, c'est les sites et les installations qu'on doit prendre en compte. Opérationnel, c'est les émissions, vraiment, quelles émissions on doit prendre en compte. Et temporel, c'est comme je disais, c'est sur un an. La troisième étape, c'est l'étape la plus chronophage, c'est la collecte et l'exploitation des données, sachant qu'on parle aussi beaucoup du grand livre comptable. Donc par exemple, je ne sais pas, sur les factures d'énergie, on a combien d'énergie on a consommé, donc nous on a accès directement à cette information. Avec du coup une restitution des résultats auprès des référents techniques et de la direction, donc c'est une deuxième période d'échange. L'élaboration d'un plan d'action de réduction des émissions, donc comme je disais, qui est co-construit avec la direction de l'entreprise. Et enfin, donc la synthèse, donc il y a un document de synthèse et aussi une restitution finale où tous les résultats sont restitués avec les actions qui sont liées. Sachant que s'il y a quelque chose de nouveau, ce sera possible dès 2025, donc je vous en parle dès maintenant, ça peut être intéressant de savoir, mais c'est l'évaluation du bilan carbone. Donc en fait, c'est le bilan carbone qui est certifié, donc bien sûr par un autre acteur que celui qui l'a créé. Et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, parce que les parties prenantes demandent encore plus et plus. Bon, forcément, il y a tout ce qui est certification, donc ça, c'est une autre certification qu'on peut faire. Bon, dans un premier temps, je trouve que c'est pour aller niveau très avancé. Commençons déjà avec la base du bilan carbone avant de penser certification, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être demandé et qui est valorisé aujourd'hui. Je vais vous montrer un exemple de bilan carbone que je trouve particulièrement bien fait. Bon, il date un petit peu, mais je trouve qu'il était... Ça permet d'avoir une bonne vue de... Vous pouvez voir un petit peu de façon pratique à quoi ça peut ressembler. Donc avec une synthèse, le nombre de tonnes de carbone émis, les catégories. Il y a beaucoup de graphiques aussi qu'on peut produire, qui est très visuel. Et par exemple, pour la restitution aussi aux salariés, aux parties prenantes, ça permet de voir directement les choses et les enjeux. Donc au début, on a toujours une présentation de ce qu'est le bilan carbone, avant d'entrer du coup dans le vif du sujet. Donc en général, on raisonne en kilos équivalent tonnes de CO2. Donc ça, c'est il y a les déplacements professionnels, il y a plusieurs postes en fait. Il y a énergie, hors énergie, donc tout ce qui est entrant, donc achat de biens, matières, services, les déplacements professionnels, les déplacements personnels des salariés aussi, le matériel qui est pris en compte, les déchets, l'utilisation du produit qui est produit, si c'est une entreprise. La fin de vie aussi, donc tout ce qui va aussi. Voilà, on peut vraiment produire un document avec une analyse et aller plus loin dans les postes d'émission. Par exemple, ça, déplacement professionnel, en général, c'est un poste qui est très intéressant. Donc, on voit par exemple là, on a un graphique à la répartition des kilomètres parcourus pour les déplacements professionnels sur le mode de transport. Donc, on voit que là, c'est plutôt pas mal. Ils sont bons. Beaucoup de trains employés, bon, un petit peu de voiture, mais bon, après, ça c'est. Là, du Covid, parce que là, La marche à pied peut-être. Non, on ne prend pas en compte la marche à pied, en effet, parce que vu que c'est Les donateur, déplacements, on peut pas. Et dans le bilan carbone aussi, on ne peut pas compenser, diminuer les émissions en compensant par quelque chose d'autre. On prend vraiment les émissions qui sont émises. Et donc là, on voit par contre, par exemple, du coup, les émissions par mode de transport, en fait, on voit que c'est la voiture, alors que la voiture, dans le graphique précédent, ça n'est pas une place importante. Et tout ça, par exemple, si vous avez des salariés, vous cherchez à les sensibiliser, vous pouvez typiquement leur montrer ce genre de choses et ils se disent ah oui, en effet, voilà, l'impact qu'eux peuvent avoir. Après, je pense que c'est important effectivement de montrer l'impact et après essayer d'aller plus loin, de travailler, de dire comment on peut accompagner l'équipe. Parce que c'est juste avoir un constat et se dire que voilà, c'est amélioré parce qu'on ne met pas en place des pistes. Je pense qu'effectivement, on va avoir la partie bilan carbone qui permet de dire voilà, quels sont les points de. C'est accompagné d'un plan de transition. Et après, il y a des actions qui sont mises en avant et qui sont chiffrées du coup aussi en termes d'impact. Alors pour exemple, chez nous, nous avons proposé à nos salariés de leur fournir des voitures électriques sous réserve qu'ils fassent du covoiturage. Oui. Donc ils se sont organisés parce qu'ils n'étaient plus en voiture, donc une grosse économie pour eux, donc en termes
Et nous, on leur fournissait des voitures électriques. Et donc, il y avait un circuit qui était organisé pour aller récupérer les personnes. Voilà. Bon, ça c'est ça. C'est inventé, je veux dire, voilà. Oui, mais après, et ça n'est pas nous qui avons l'idée, c'est les salariés. Parce que là aussi, quand vous commencez, après ils se mettent tout ça les uns derrière les autres. Ils se disent, mais moi, éventuellement, j'habite le plus loin, moi ça me coûte autant, on peut faire du covoiturage. Et donc de là, on a dit, oui, ça c'est des voitures diesel, elles sont anciennes, elles polluent. Éventuellement, on fournit, puisque ça fait 4 personnes dans la voiture, il faut fournir une voiture électrique. Et la voiture électrique, quand elle arrive au bureau, elle était réutilisée par un technicien qui partait faire de la maintenance. Et sinon, elle était sur le parking toute la nuit, quoi. Elle ne servait à rien. Quoi. Enfin, toute la nuit. Elle notait, elle était sur le parking du salarié, mais bon. Bon, visiblement, je prêche des convaincus, hein, mais vu que les employés on est là pour absorber de ces démarches volontaires, donc ça permet de démarrer l'intégration de ces préoccupations, donc c'est une première étape. On peut aussi progresser du coup grâce à la prise de conscience des points d'amélioration, que ce soit en termes du coup du score des indicateurs ou des émissions de gaz à effet de serre, de mesurer périodiquement les progrès qui ont été réalisés, d'avoir aussi des documents concrets à rendre aux parties prenantes qui en font la demande ou qui n'en font pas la demande encore. Ça permet un renforcement de la compétitivité et l'image, dont vous parliez. Ça permet d'attirer de nouveaux clients et partenaires qui sont exigeants, eux, quant aux questions environnementales et aux pratiques responsables. Ça permet l'accès à des marchés spécifiques, d'anticiper les évolutions légales, qui ne nous concernent pas aujourd'hui, mais on peut pas, sûrement dans les 10-20 ans à venir, ça va continuer, la tendance est d'abaisser les seuils. Et ça permet de faciliter l'obtention de subventions et de financement. Et pour les entreprises avec des salariés, donc ça permet d'engager les parties prenantes internes, donc à travers la fidélisation des salariés, et aussi donc pour les salariés qui ne sont pas encore salariés chez vous, donc au niveau du recrutement, ça participe à la marque employeur forte. Genre maintenant au niveau les salariés maintenant c'est un critère en fait. Pour beaucoup on a des pourcentages, et c'est vrai que c'est plus de la moitié qui refuse de travailler par une entreprise qui n'est pas du tout avancée en la matière. Mais c'est bien. Effectivement, à condition que ce ne soit pas du RSE, juste image de marque, greenwashing, c'est vraiment du RSE. vraie marque employeur. Et troisièmement, donc on a ce qui concerne le financement. Donc on peut vous accompagner à obtenir le prêt impact de la Banque Populaire du Nord. Je ne sais pas si vous connaissez le prêt impact, mais en tout cas, c'est déjà la Banque Populaire du Nord, c'est la première banque des TPE et des PME. Et à la différence des financements verts qui portent habituellement sur des investissements qui sont verts, ce prêt impact permet de financer tout investissement corporel, incorporel ou alors simplement du BFR. Tant que bon, c'est pas pour un projet qui est contraire quand même. Voilà, il y a quand même des petites limites. Acheter une chaudière au charbon, par exemple. Oui, ouais, voilà, il y a quand même des limites de bon sens. Une forêt comme des malades. Et le montant emprunté, c'est entre 300 000 € et 2 millions d'euros, donc c'est quand même déjà des sommes conséquentes, mais 300 000 € qui peut être accessible. C'est sur une durée de 24 à 120 mois, plutôt classique. Et en fait, ça permet d'avoir un taux d'intérêt effectif qui est indexé à la performance extra-financière de l'entreprise. En fait, si le client emprunteur atteint des objectifs en termes de performance RSE au travers de entre 1 et 3 indicateurs, il bénéficie d'une rétrocession sur les intérêts, qui est annuelle, et qui peut aller jusqu'à 10%. Sinon, s'il n'atteint pas les objectifs, c'est le taux contractuel qui s'applique, donc le taux qui serait négocié dans le cadre d'un autre prêt. Donc c'est là vraiment le plus. Et voilà, la Banque Populaire a un intérêt aussi parce qu'elle voilà, elle a un intérêt à aller dans ce sens-là et donc à encourager ses clients à obtenir ça et à proposer ça. Et plus l'emprunteur s'engage dans un nombre d'indicateurs important et plus la rétrocession est importante. Ça peut être maximum 3% s'il n'y a qu'un indicateur qui est choisi, maximum 6% si on a 2 de choisir et maximum 10% si on a 3 de choisir. Donc forcément on comprend qu'il vaut mieux choisir 3, qu'on n'atteigne pas les objectifs. Il y a au total de 14 indicateurs. Et selon notre contact à la Banque Populaire du Nord, souvent l'objectif pour un des indicateurs, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait auparavant, il est déjà atteint en fait. Rien à faire, souvent on appelle les cas qui sont mûrs. Mais pour le troisième indicateur, alors en effet, il y a une action à entreprendre, voilà,
ça permet d'aller un petit peu plus loin. Mais bon, si on considère 2 indicateurs, 6% de rétrocession, des choses qu'on pratique déjà, ça peut avoir un impact quand même bien considérable. Je vais vous montrer un petit peu. Et du coup, ces objectifs sont vérifiés grâce à l'expert comptable. Donc nous, on produit à la banque une attestation annuelle qui justifie de ces objectifs qui sont atteints, qui est transmise à la banque. Et voilà, après, la rétrocession, elle est versée annuellement. C'est pas l'entreprise qui se certifie. On évite. Donc pour vous montrer un petit peu, il y en a 14, mais je vous présente les principaux. Notamment ce qu'on a comme retour, donc les plus atteignables. Forcément, donc ça concerne principalement la santé et la sécurité. Donc c'est le premier ou le deuxième qui est choisi. Donc le nombre d'accidents au travail. Je ne peux pas vous donner l'objectif parce que c'est vraiment selon le secteur d'activité. Donc faudra voir un peu plus avec la banque. Mais en tout cas, le nombre d'accidents au travail, on n'a pas forcément des tonnes, ça peut être atteignable. Il y a aussi ce qui concerne les ressources humaines, donc l'index d'égalité professionnelle homme-femme. Ça peut être aujourd'hui atteignable aussi. Le nombre de travailleurs sous contrat favorisant l'insertion professionnelle des jeunes dans l'effectif global, donc ça c'est les alternants. Donc on a quand même beaucoup d'entreprises qui font des alternants, donc il suffit d'en avoir quelques-uns pour que ce critère soit satisfait. Bon là c'est pour aller un petit peu plus loin, donc l'empreinte carbone et notamment déchets. Donc l'empreinte carbone serait le nombre de kilomètres parcourus dans le cadre de l'activité de l'entreprise et il faut une réduction d'au moins 2% par an. Une réduction aussi des émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2, donc une réduction entre 2 et 10% par an, donc ça c'est après négociation avec le banquier, on va s'engager là-dessus. Et pour les déchets, ce serait la part des déchets triés sur les déchets tout, donc il faudrait une progression d'au moins 5% par an. Qui mesure? Alors nous, logiquement, il faut que vous ayez un suivi de vos déchets. Nous, on atteste que c'est bien rempli, mais au niveau du suivi des déchets, on ne peut pas venir suivre vos déchets. Mais souvent, parce que les entreprises suivent déjà un petit peu leurs déchets, en tout cas, ça dépend des... Effectivement, nos activités, par exemple, je prends un client industriel, lui, ça va être un niveau de benne qui va être recherché par des entreprises externes, donc là, on arrive à le suivre facilement. Après, ça dépend comment on est organisé. Effectivement, quand c'est un métier de bureau, c'est plus complexe à suivre, parce qu'il n'y a pas un compteur aujourd'hui dans les... Pour nous, je sais ce qu'on a mis en place par rapport à ça au bureau. Je refais une porte verte, c'est un détail. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, là, on a par Élise, on a une poubelle pour tout ce qui est déchets papier. Donc voilà, on essaye. Voilà, pour le café, on parlait du café tout à l'heure, ceux qui étaient gros consommateurs du café à l'époque. Le café, donc c'est du café par gros pack et le compost que je récupère chez moi. C'est des petits gestes gérants. Voilà, j'en pose des portes ouvertes, mais voilà, c'est des détails, mais ça permet effectivement de se mettre en chemin. Ce sont des activités, des déchets, c'est aussi différent. Oui, bien sûr, parce que chaque activité est différente. Traitement spécifique, dans ses activités. On n'est pas obligé de choisir les déchets aussi comme troisième indicateur. Il y en a d'autres, vous les transmettre si ça vous intéresse. On a un client au bureau, par exemple, lui, il avait travaillé avec l'ADEME, entre autres. Lui, il fait tout ce qui est textile, donc technique. Et donc, en fait, il achète des grands rouleaux, il les coupe, voilà, il fait différentes choses. Et après, il y a beaucoup de chutes de tissu. Et aujourd'hui, il travaille avec l'ADEME pour se dire, en fait, ce tissu, comment je peux le reconvertir en fil. Donc, il a réussi par un process. Ce tissu, en le broyant, c'est devenu des balles. Avec ces balles, il faisait du fil, avec du fil du tissu. Voilà. C'est vertueux, hein. Donc voilà, mais c'est un peu le plan d'emploi, mais et une activité s'y prêtait bien, parce que là, en plus, avec des gros industriels, donc il y a un vrai sujet, mais il faut trouver, je pense, dans chacune de nos activités, il y a forcément des pistes. Et après, effectivement, il y a des déchets très spécifiques qui aujourd'hui, c'est peut-être plus complexe déjà, mais vu le nombre d'indicateurs, il ne faut peut-être pas attaquer celui en priorité, si c'est complexe. Ça dépend, votre niveau d'avancer dans votre suivi des déchets, mais il y en a d'autres en tout cas qui peuvent être choisis. Oui. C'est après discussion, voir ce qui est le plus atteignable. Nous, on avait beaucoup de palettes, de cartons, des batteries, parce que dans les data centers, les batteries, on en a énormément. Et en fait, nous, on valorisait parce qu'on revendait. On revendait nos cartons, on revendait nos palettes, on revendait nos batteries. Enfin, C'est l'économie circulaire. Voilà, exactement. On était plutôt dans le schéma de l'économie circulaire, parce qu'on avait des grosses quantités. Si c'est pour venir chercher une poubelle par semaine, ça ne les intéresse pas. Alors, ça marche par peine. Du métal aussi, les chutes de câbles, toutes ces choses-là. Oui, mais par rapport à ça, effectivement, on peut se dire que si j'ai qu'une fois par semaine, une fois par mois, pourquoi pas, si dans une zone industrielle, se regrouper à 2-3 industriels. C'est un peu les cas. Tout ça s'organise. Voilà, parce que. Et sinon, c'est pas en un mois qu'on va réussir à mettre.
ouais. Il faut co-réfléchir et avancer. Non, mais nous, on va avoir une vraie réflexion avec notre sous-traitant. Ouais. Attendez, c'est pas passé, tiens. Bah ouais, puis lui, il aura un intérêt aussi. Tout le monde a un intérêt. Ouais. Exactement. C'est la chaîne de valeur, en fait, il faut regarder, c'est pas uniquement nous, c'est au-dessus, en dessous. Lavoisier avait raison déjà. C'est précurseur. Oui. Le bon sens. Ah oui, voilà, c'est bon sens paysan en général. Ça, bon, ça, Ouais, c'est c'est un ça. peu perdu. Malheureusement. Bon, enfin, donc on vous demandait sûrement pourquoi l'expert comptable. Vous êtes au cœur du dispositif. On est au cœur de beaucoup de tout. nous. On a une vision globale et une connaissance de l'entreprise et des dirigeants. Donc on connaît les process, on connaît les fournisseurs, on connaît l'activité, on connaît beaucoup de choses sur vos entreprises. Donc ça permet déjà de ne pas perdre de temps, donc on est plus efficace, on connaît déjà, on sollicite moins aussi pour avoir des informations. On a du coup déjà les données comptables et les données sociales. C'est logique qu'on mesure déjà la performance économique, donc là ce serait juste rajouter d'autres mesures de performance, soit sociales et environnementales. On a déjà la performance économique. On est habitué de tout ce qui est reporting, donc on fait des attestations et des rapports, c'est notre travail en fait, on fait tous les jours. Aussi, on se forme dans ce domaine. Quand on constate, après avoir échangé avec plusieurs consultants en RSE notamment, dans des cabinets de conseil, qu'eux en fait viennent pas d'un parcours spécial développement durable, ils peuvent avoir le même parcours que nous en fait, c'est même une formation initiale, mais ce qui a vraiment fait leur expertise, c'est l'expérience et les formations secondaires spécifiques qu'ils ont effectuées. Donc c'est là voilà, où nous, on estime pouvoir faire ça également de notre côté. Moi notamment, du coup, je me suis formée à la méthode bilan carbone, donc ça fait que le cabinet Base des Experts est certifié bilan carbone, donc on est habilité à produire des bilans carbone. Et Charles aussi s'est formé au visa durabilité, donc ça permet au cabinet d'auditer des rapports de durabilité. Voilà, et on suit d'autres formations, on se tient au courant. Je pense qu'en matière de RSE, l'important c'est vraiment que ça évolue en ce moment, c'est de se tenir au courant en fait, des actualités, de ce qui se fait, prendre exemple de ce qui se fait chez les autres aussi, hein, ceux qui sont en vers le temps, pas ceux qui sont plus avancés. Voilà, donc on est là pour vous accompagner si besoin, et si c'est un sujet que vous voulez développer dans vos entreprises, nous c'est un sujet qu'on veut développer déjà à l'interne chez Base des Experts, et que si on peut faire la même chose chez vous, vous aider à également avancer dans ce sujet-là, nous sommes là, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Merci Margot. Effectivement, peut-être pour conclure ce qu'on s'est dit, mais en fait voilà, la partie RSE, c'est pas des choses stratosphériques que personne ne croit, effectivement. C'est du bon sens, et pour moi, comme dans toute nouvelle dynamique, c'est se mettre en route, et également peut-être se dire dans une entreprise, en fait, on en fait tous au quotidien, donc peut-être déjà se poser, se dire là, qu'est-ce qui est mis en place, comment on le mesure. Et après, ok, cette mesure-là, aujourd'hui on a tel critère, c'est demain bien de passer à tel critère-là pour pouvoir progresser. Et surtout, je pense que l'objectif, et c'est ce que nous étions dans les échanges, mais il ne faut pas voir ça comme une contrainte, mais c'est plutôt comme une opportunité. Et après, le but de la partie RSE, c'est pas non plus se dire, on n'est pas dans une lutte des classes, on va dire, d'un côté l'actionnaire qui veut quelque chose et les salariés. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit converger vers du commun. Et je pense vraiment les indicateurs qui étaient la partie toute fidélité d'un client, ça veut dire en fait tout le monde dans l'entreprise a intérêt que le client soit le plus fidèle possible. Donc en fait c'est des indicateurs qui vont dans le bon sens et qui permettent la pérennité et le développement de l'entreprise. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et effectivement, après, ça ne va pas de rapport CRD, on n'a presque pas pu notre tard que cette semaine, Michel Barnier disait il faut peut-être décaler des rapports. Bon, en fait nous aujourd'hui, comme vous l'avez compris, les rapports en question, c'est des entreprises qui sont d'une certaine taille, et en fait le tissu local, TPE, PME, en fait c'est pas ça qui nous m'intéresse. Oui, d'ailleurs je trouvais dans votre exposé que les seuils étaient extrêmement hauts. Le gros des entreprises, c'est de petites. C'est sûr. On les compte presque sur les doigts d'une main maintenant, les boîtes de plus de 500, ça commence à devenir rare. L'enjeu, c'est l'impact sur ces plus petites boîtes. Bien sûr, c'est là où le travail est à faire, c'est pas chez les gros. La plupart des gros, ils y sont déjà, de toute façon. Ou ils achètent des... Ils essayent en tout cas, parce que là, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait que
une estimation, il y avait 50% des entreprises qui arriveraient à produire le rapport de durabilité en suivant les normes, etc., dans les temps voulus. En fait, tellement c'est un travail monstre. Ça prend, apparemment, ça prend 18 mois à produire déjà. Donc, déjà pour 2025, là, les entreprises, c'est la panique chez les grands. Voilà, moi, j'ai une amie qui travaille chez Merlin en contrôle de gestion, elle est embauchée juste pour pouvoir faire le lien entre la technique dans le système informatique et la partie RSE. Donc, en fait, c'est des services entiers qui sont déployés là-dessus. Donc, et tout à l'heure, Margot disait effectivement, un certain nombre de clients travaillent avec des groupes, donc, je travaille avec Laurent Merlin, avec Exotech, et voilà, en fait, Decathlon, en fait, indirectement, eux, ils sont dans le domaine, quoi. C'est une partie grand groupe, et du coup, il y a la partie consommateur aussi, je veux dire particulier, qui s'attend à quelque chose et qui à quelque chose de l'entreprise au niveau de transparence, RSE, qui va sélectionner les choses dans les entreprises dont elle va acquérir les services ou les biens avec ces critères-là. Et on voit chez nos clients, effectivement, on parle d'appel d'offres, de cas de figure dans le bâtiment et dans l'industrie. Aujourd'hui, effectivement, jusqu'à maintenant, c'était plutôt en annexe qui se met en place là-dessus. En fait, demain, ce sera plus annexe, ce sera vraiment limite un des premiers critères. Non, c'est pour ça, c'est bien d'y mettre et d'y réfléchir. D'initier quelque chose, de toute façon. Avant de perdre justement des appels d'offres ou avant qu'il y ait des conséquences négatives directes. Je pense que vous devriez aller faire votre exposé à la FFB ici à côté. Parce que dans le secteur du bâtiment, du second œuvre et compagnie, on s'est fait un travail pour 2 générations. Tout est à faire là-dedans. Tout est à Il n'y a faire. pas grand-chose qui a changé dans le bâtiment. Ah non. De toute façon, Non, en termes énergétiques, ou autre, les clim ou je ne sais quoi, on voit toujours que c'est toujours posé. mais je suis persuadé qu'il serait preneur de votre exposé, parce que c'est le souci du président, je le connais bien, et de voir que le bâtiment c'est la risée, quoi. Et aujourd'hui ils vont très mal parce que le pouvoir d'achat, l'immobilier qui ne va pas. C'est sûr que dans les secteurs impactés, ce qui est BTP, c'est. Voilà, exactement. Puis il y a un potentiel là à mettre de l'ordre là-dedans, c'est fou. J'ai surparlé avec notre ami là. Ah oui, c'est vrai. Je viens de refaire De formation. Oui. De formation. Puis les dirigeants, déjà sensibilisés. Alors eux, la FFB, c'est sensibiliser les dirigeants. Oui, c'est remonter en fait Il faut que ça commence par là, quoi. Et dire, oui, effectivement, je prends conscience qu'il y a quelque chose à faire, je le fais. Pas laisser faire, quoi. Aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, je viens pas. C'est pas possible de continuer à travailler comme ça. La France, elle est sur le déclin à cause de ça, parce qu'on ne prend pas conscience de ces problématiques-là. Alors qu'il y a. Là, vous avez un exposé, mais ça vaut de l'or, ça vaut de l'or. Moi, je suis. On en parlera tout à l'heure, on peut vous faire mettre en contact. Avec On en grand parlera tout à l'heure, plaisir. on vous fait en contact. Oui, c'est fou. Vous avez un ambassadeur là. Non, l'idée en fait, effectivement, elles sont doubles. C'est effectivement pouvoir prise de conscience et que les gens puissent avoir une information. Et après, effectivement, si derrière on peut aider à notre avenue, parce que on n'est pas tous spécialistes des rapports sur les grosses boîtes, on va pour être franchement, mais si on peut aider à mettre en place des choses et avancer et construire ensemble, c'est avec grand Il y plaisir. a beaucoup de transitions actuelles. On vient de passer au digital. On a parlé en 2020, quelque part. C'est que 4 ans. Il y a tout ce qui concerne les réglementations européennes, quelles qu'elles soient, parce que tous les domaines sont impactés par la réglementation un peu bureaucratique, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Ou les RGPD, pour ne pas la citer, ou d'autres. On a toutes les transitions avec l'intelligence artificielle qui vont arriver. C'est déjà là. Oui, depuis longtemps d'ailleurs. Oui. Mais qui impactent aujourd'hui les fonctionnements de gestion aussi. Parce que vous avez intérêt aussi à vous diversifier, puisque la saisie, les avocats, C'est pour ça que maintenant. la recherche en La facture électronique, tout ça, c'est demain. Il était plus de valeur ajoutée. Et en même temps, ce que je disais, eux ne voient que la rentabilité à court terme. Pour les dirigeants, la rentabilité à court terme, ou un peu opportuniste, et beaucoup moins durable. Oui, voilà. Donc il faut retourner à la durabilité dans de nombreux domaines.
c'est essayer d'aller les deux. En fait. On ne peut pas non plus dire qu'on vise pas la rentabilité aujourd'hui pour l'avoir demain.